Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La stratégie nationale de la transformation numérique en Algérie dévoilée par le Haut Commissariat à la numérisation à l'occasion d'une journée d'information tenue sous le slogan « Pour une Algérie numérique 2030 ». L'actualité, c'est aussi cette nouvelle entorse aux règles diplomatiques. Des agents français titulaires auparavant de passeports de service se sont vus accorder des passeports diplomatiques pour faciliter davantage leur entrée en Algérie, que les autorités algériennes exigent leur rapatriement immédiat. Dans l'actualité également, l'agression sioniste qui se poursuit à Razaville, Jenin el-Khalil. Selon les autorités sanitaires palestiniennes, les corps de 33 martyrs et 94 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Raza au cours des dernières 24 heures. Et puis un climat de peur et de tension s'est installé dans les rues du Mali. À l'origine de la crise, la décision des autorités militaires en place de suspendre toutes les activités politiques dans le pays et d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au président de la transition, Assimi Goïta. Le point de la situation dans un moment. Bienvenue à tous. Sous le patronage du président de la République, lancement ce matin au Centre international des conférences Abdelatif Rahal d'une journée d'information pour annoncer le contenu de la stratégie nationale de la transformation numérique en Algérie sous le slogan « Pour une Algérie numérique 2030 » en présence du ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, le haut-commissaire à la numérisation et des membres du gouvernement, l'État qui œuvre à généraliser la numérisation dans tous les domaines afin d'asseoir une dynamique dans le secteur économique et des services et mettre fin à la bureaucratie au service du développement durable. À présent, cette nouvelle entorse aux règles diplomatiques. Pas moins de 15 agents français, titulaires auparavant de passeports de service, se sont vus accorder des passeports diplomatiques pour faciliter davantage leur entrée en Algérie. Une tentative de passage en force à laquelle les autorités algériennes ont réagi fermement par une demande de rapatriement immédiat de ces agents français. Plus de détails avec Raouf Hamouche. Déterminé à ne pas se laisser faire et à imposer le respect, Alger exige le rapatriement immédiat des agents français, objets d'affectation dans des conditions irrégulières. En effet, Paris a une fois de plus dérogé aux procédures habituelles, conformes aux conventions internationales et à la pratique diplomatique, en nommant 15 de ces agents sans que leur affectation n'ait fait au préalable l'objet ni de notification officielle, ni de demande d'accréditation appropriée, comme l'exigent les procédures en vigueur. C'est donc en réponse à ce manquement flagrant que les autorités algériennes ont convoqué dimanche le chargé d'affaires de l'ambassade de France en Algérie, duquel il a été exigé le rapatriement des 10 agents titulaires auparavant de passeports de service et qui se sont vus accorder des passeports diplomatiques pour faciliter davantage leur entrée en Algérie. A noter que parmi ces agents, 2 relèvent du ministère français de l'Intérieur. Ils étaient censés suppléer partiellement à ceux qui ont été récemment déclarés persona non grata par l'Algérie. Cette affaire intervient alors même que des ressortissants algériens titulaires de passeports diplomatiques se sont vus refuser l'accès au territoire français et que 2 consuls généraux nommés au poste de Paris, de Marseille et 7 autres consuls attendent toujours de recevoir l'accréditation des autorités françaises depuis plus de 5 mois. Respectueuse des pratiques diplomatiques, Alger entend se faire respecter en mettant le holà au manquement et dépassement de Paris, devenu visiblement monnaie courante. La France, où l'on observe une montée spectaculaire de la haine et de l'islamophobie grâce à des vecteurs médiatiques, intellectuels et politiques qui portent aujourd'hui la responsabilité d'une situation terrifiante, notamment après l'assassinat de Aboubaker Cissé, le jeune malien tué dans une mosquée du sud de la France. Pour lui rendre hommage et pour dénoncer l'islamophobie, des marches ont été organisées dans plusieurs villes françaises pour faire front contre toute forme de racisme. Faf Belouchette. C'est ce cri martelé en boucle qui a résonné aujourd'hui dans les rues de Paris, comme dans bien d'autres villes en France, lors de la manifestation contre l'islamophobie. Associations, élus, simples citoyens, tous s'accordent à dire qu'avec ce meurtre barbare commis au cœur d'une mosquée, une ligne rouge a été franchie. Si cette phobie
mobilisation du 11 mai est, et nous le revendiquons, celle de la lutte d'une opposition irréductible à l'islamophobie et à tous les racismes. Il faut savoir, c'est qu'on a passé un cap avec l'assassinat d'Aboubacar Cissé, c'est qu'aujourd'hui, l'islamophobie tue. Et on a des ministres et un gouvernement qui jouent avec l'extrême droite et qui, en faisant la courte échelle à l'extrême droite, avec leur surenchère raciste, devient l'extrême droite. Donc ici, il y a un danger immense. On l'a vu, des discours islamophobes par des politiques, par des médias comme CNews, par le gouvernement. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un frère, Aboubacar, qui apprenait la prière à quelqu'un et qui s'est fait assassiner. Voilà ce que c'est l'islamophobie. C'est un appel à la haine qui amène à des meurtres. 5 ans après la première marche contre l'islamophobie, nous devons à nouveau marcher. Parce que dans notre pays, il y a eu un assassinat islamophobe. Je pense évidemment à Aboubacar Cissé. Parce que nous avons un ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui ne cesse d'attiser la haine contre les musulmanes et les musulmans, qui crie à bas le vent devant une foule galvanisée. La conséquence, c'est que 2 femmes, ces dernières semaines, se sont vues arracher leur voile. Il faut aujourd'hui se mobiliser, faire en sorte que l'islamophobie cesse, que les musulmanes et les musulmans de ce pays puissent être protégés. Ils sont ici chez eux en France, et nous serons toujours à leur côté. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 72% d'actes islamophobes recensés sur les 3 premiers mois de l'année, selon le ministère de l'Intérieur, qui n'utilise pas ce terme. Mais peu importe la terminologie choisie, le sentiment d'insécurité, lui, est grandissant chez des millions de Français de confession musulmane. Mais c'est la faute, si je puis dire, du gouvernement, qui n'arrête pas de critiquer l'islam, qui met l'islamophobie au centre de sa politique, qui divise le peuple français. Les politiques qui participent à l'islamophobie en ne prononçant pas ces mots mettent en difficulté la communauté musulmane. Il y a une ambiance relativement délétère et je pense que la communauté aujourd'hui se sent stigmatisée, elle ne se sent pas soutenue par le gouvernement. Sur les plateaux télé, on voit passer en boucle des messages islamophobes. Pourtant, face à cet acte, certains persistent à nier un négationnisme de l'islamophobie porté notamment dans les rangs de l'extrême droite et leurs alliés parlementaires. Je suis convaincu que les rares agressions contre les musulmans sont aussi nourries par une peur rationnelle de l'islamisme. Le terme d'islamophobie est en ce sens complètement inapproprié et il serait plus juste de parler d'islamo-sceptique. Faux, rétorque le dernier rapport du collectif contre l'islamophobie en Europe. Il révèle que plus de la moitié des actes discriminatoires sont liés aux institutions elles-mêmes. Des chiffres que certains préfèrent ignorer, comme ils ignorent le poids des discours de haine qu'une foule immense est venue aujourd'hui dénoncer à visage découvert. Ces manifestations étaient également en soutien à la Palestine et contre la dissolution d'Urgence Palestine. Justement, un meeting de solidarité avec la Palestine a eu lieu à Strasbourg mardi dernier pour dénoncer la complicité de l'Union européenne dans les crimes commis par l'entité sioniste à Gaza et le nettoyage ethnique en cours. Le mouvement de résistance palestinien a annoncé que les négociations directes avec les États-Unis à Doha ont abouti à la décision de libération d'un soldat sioniste de nationalité américaine dans la journée. Le mouvement avait été informé via les médiateurs d'une pause dans les combats pour cette occasion, alors que l'entité sioniste avait assuré s'être engagée uniquement à un couloir sécurisé permettant la libération de l'otage. L'agression sioniste se poursuit donc. L'armée sioniste a ciblé ce matin Razaville, Jenin et Al-Khalil. Les corps de 33 martyrs et 94 blessés sont arrivés dans les hôpitaux de Gaza au cours de ces dernières 24 heures, alors que le bilan de l'agression génocidaire sioniste depuis le 7 octobre 2023 s'est alourdi à plus de 52 862 martyrs et près de 120 000 blessés. L'Observatoire euro-méditerranéen des droits de l'homme a documenté la mort en une semaine de 14 Palestiniens âgés dans la bande de Gaza en raison de complications liées à la faim, à la malnutrition et au manque de soins médicaux résultant du blocus humanitaire sioniste imposé à l'enclave depuis le 2 mars dernier.
Plusieurs cas d'enlèvement et d'agression d'hommes politiques opposés aux autorités militaires de la transition au Mali ont eu lieu au cours de ces dernières 48 heures. À l'origine de cette crise que traverse le Mali, la décision prise mercredi dernier par les autorités militaires en place de suspendre toutes les activités politiques dans le pays et d'octroyer un mandat présidentiel de 5 ans sans élection au président de la transition, Assimi Goïta. Le Mali se trouve à la croisée des chemins. Sous pression, le pays voit se multiplier les appels à clore la transition et à rétablir une vie politique démocratique. Mais ce processus s'accompagne de fortes inquiétudes. La junte au pouvoir multiplie les mesures répressives à l'image des récentes arrestations de figures politiques. Une dérive qui suscite l'indignation de la classe politique et ravive la colère dans la rue, alimentant les craintes d'un recul durable de liberté. De manifester convenablement leur liberté, qu'on voit qu'un groupe de personnes se permettent de les empêcher de le faire. C'est quelque chose qui est vraiment déplorable. Tout c'est trop, les Maliens. Il est temps de se réveiller. Et ça, c'est une démonstration de force qui prouve que les Maliens sont capables de réagir à tour de quart. La proposition d'Assimi Goïta pour un mandat présidentiel de 5 ans sans élection met en péril la transition malienne. Cette décision qui brise les engagements militaires de remettre le pouvoir aux civils témoigne d'une volonté de consolider un régime autoritaire, s'éloignant ainsi de tout retour à la démocratie. Nous sommes à une étape d'un processus qui doit inquiéter tous les patriotes, tous les démocrates, tous les citoyens. Un climat de peur et de tension s'est installé dans les rues du Mali, alors que les forces politiques et les différentes composantes de la société se retrouvent muselées. Cette répression qualifiée de grave violation des droits fondamentaux est vivement dénoncée par les organisations internationales qui appellent à la reprise du processus démocratique et à l'organisation rapide d'une élection présidentielle pour mettre fin à la crise et aux divisions. Retour à l'actualité nationale marquée ce matin par le lancement ce lundi de l'examen blanc pour le brevet de l'enseignement moyen. L'examen du bac blanc et d'évaluation des acquis pour le cycle primaire ont débuté hier. Ces examens permettent aux enseignants, encadrants éducatifs et administrateurs, voire aux parents, d'évaluer la prédisposition des élèves à passer les épreuves du baccalauréat et du BEM. Le premier groupe de Hadji algériens est arrivé hier matin à Médine. Les 250 Hadji algériens se sont réjouis d'être arrivés au lieu saint pour accomplir les rites du Hajj, le 5e pilier de l'islam. Un accueil chaleureux leur a été réservé. La cérémonie de bienvenue s'est tenue en présence du consul général d'Algérie à Jeddah, Yamina Saïdji. Le premier groupe de 250 Hadji algériens est arrivé ce matin à Médine, à bord d'un vol d'Air Algérie en provenance d'Alger, annonçant le lancement officiel de la saison du Hajj 2025. D'autres vols suivront à partir de 12 aéroports de différentes wilayas du pays. L'hébergement des pèlerins s'est déroulé de manière fluide et organisée. Aucun effort n'a été ménagé pour leur permettre d'accomplir les rites du Hajj dans les meilleures conditions. وتحيا الرئيس نتاعنا تحيا تبون وربي باقي يستر عليكم وعلى وليداتنا وربي ينوركم ورانا جينا في الحنين وجينا للمدينه المنوره والله يحفظكم وليداتي ويحفظنا اجمعين. Nous sommes bien arrivés à Médine où un accueil chaleureux nous a été réservé. Que Dieu accepte notre pèlerinage. حجنا ان شاء الله. حج مبرورا وسعي مشكورا ونسال الله عز وجل ان يعيدنا الى ارض الوطن سالمين غانمين ان شاء الله. La délégation algérienne compte en plus des guides, des médecins, des agents de la protection civile et des imams. L'État algérien n'a ménagé aucun effort pour mobiliser tous les moyens permettant aux Hadji algériens d'accomplir le Hajj dans les meilleures conditions, tout en leur assurant le transport et l'hébergement en sus des différents aspects organisationnels liés à cette opération. Conformément aux orientations des hautes autorités du pays, les efforts déployés par le ministère des Affaires religieuses et des Waqf et l'Office national du Hajj ont permis l'augmentation chaque saison du quota du Hajj attribué aux Algériens et ont également permis la réussite de cette saison. Les Hadjis ont pour leur part exprimé leur joie d'être arrivés au lieu saint pour accomplir les rites du Hajj cette année.
Après plusieurs années d'attente pour certains, ils ont également exprimé leur satisfaction quant aux conditions d'organisation sur tous les plans, notamment le transport et l'accompagnement assurés par les membres de la mission algérienne. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention et excellente suite des programmes sur Canal Algérie.